pourquoi je prends une cartouche comme ça, genre... Dis bonjour. Enfin, d'abord bonjour. Non mais c'est trop ça. Bonjour, c'est ici qu'on vient écouter un mec qui parle de tout sauf du sujet du live. C'est un truc de dingue. Ah bah ouais, les caméras sont allumées, donc forcément, toi, ça t'intéresse. C'est fou, ça. Tu vis que pour les caméras, mon chat. Sache-le. Tu ne vis que pour les caméras, t'es une diva. Regardez, je suis un chat. Je suis un chat de diva. Genre, c'est fou, ça. Oh, comment ils vont, là, tout le monde? J'espère que vous allez bien. Oh là 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 là. Bah oui. Allez, hop. Je te mets là, comme ça, ça me laisse le temps de parler avec le chat. Donc toi, tu bouges pas trop. Salut à tous. On sait tous que le truc le plus intéressant ici, c'est le chat. Donc en gros, t'es en train de me voler ma place. C'est ce que l'autre chat est en train de dire. Bah oui. Bah oui, mais en même temps, t'es trop belle. Hein. Le petit pipou là. Yeah, regardez-moi. Bien, je teste la déclinaison de couche canine du champion. Et t'en as pensé quoi du coup? Parce que pour le coup, la liste de Julien, je sais pas si elle s'adapte, enfin si elle rentre parfaitement dans l'environnement de jeu actuel, sachant que la banlist qu'ils ont eue pour les Worlds est un peu différente de celle que nous on a actuellement. Donc voilà. Allez, allez, allez. Alors, pour une fois que je t'écoute depuis mon vrai lieu de travail, c'est rare. Le fait rare, c'est que tu l'écoutes. Allez, c'est bon, là, pourquoi moi je prends toujours des cartouches comme ça? Pour moi qui connais mal la méta, ça manque d'entrap. Hmm. Ah d'accord, bah, je suis toléré sur mon propre stream. Fantastique, et j'en apprends tous. Et salut à tous, comment il va Darklem? Bon, aujourd'hui, le programme. Le programme, il est simple. On va se mater des petites vidéos YouTube parce que bah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça. Déjà quelques vidéos de terreau que j'ai pas vu. Il y a une vidéo qui est sortie aussi sur Automate, qui a été fait par Draco77, j'allais dire 57, ouais, le crossover ultime dans mon crâne qui vient de se passer, c'est assez fou. Du coup, on va... T'as écrit Sava, S-A-V-A. Mais même moi qui suis un dyslexique, j'ai envie de te dire d'aller te faire enculer, quoi. Et après, on a une annonce officielle ou toujours pas? Non, vous aurez toujours pas l'annonce officielle. J'ai dit, c'est la semaine prochaine, les refs. Genre, ça va. Mais il vient de se lever, il tout le monde, wesh. Non mais les gars, voilà, c'est trop long. Voilà, c'est trop long. Mais je peux pas je peux pas sortir un produit qui n'est pas fini, ok? Déjà, écoutez-moi bien. La personne avec qui je monte ça est un fanat des téléphones. Du coup, il est en train de tout gérer pour que ça marche correctement sur téléphone. Ok? C'est le correcteur. Ouais, bah, c'est le correcteur. Je vais te corriger, moi aussi, ça va pas être long. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai vu la V1 du vlog et ça m'a fait beaucoup rire. Oh, merci, merci beaucoup. Du coup, je vous disais, j'ai vu la V1 du vlog. Elle est pas mal. Il y a encore quelques modifs à faire. Il manque un peu de contexte, donc j'ai 2-3 vidéos à tourner aussi sur cette fin de journée. Mais mais ouais, honnêtement, je pense que ça va être très cool. On devrait découvrir ça samedi normalement. Normalement, c'est samedi parce que si je dis pas de bêtises, je stream samedi. Ouais, c'est bien ce que j'ai marqué. Il y a bien un stream samedi. Donc on va découvrir ça ensemble samedi normalement. Euh, Si tout se passe bien. Si tout se passe bien, c'est samedi qu'on a le vlog. Comment il va, Docti? euh... Oh, bonjour, monsieur Erwen. Comment il va? Ça va, mais vous êtes vraiment des chiens. En fait, on peut pas compter sur vous, l'équipe.
On peut pas compter sur vous, l'équipe, parce que dès qu'il y en a un qui fait une connerie, il y a tous les autres pour le suivre. Et ça, c'est catastrophique. Voilà, voilà. Vous m'énervez. Vous m'énervez. J'ai une info, Mehdi, il va win sans Nazer. Bah, honnêtement, j'espère. Oh, ça va. Allez, voilà. Vous êtes tous pareils. C'est terrifiant. Je vais vous ignorer. Ça va être plus simple pour moi comme pour ma santé mentale. Du coup, on va se mater quelques petites vidéos YouTube. Ça, je pas grand chose. Je peux pas correctement me mettre à mon prime de beauté. Ah, là, je faut une perche, vous en faites ce que vous voulez. Avec mes vieux cheveux qui partent là, le début de Calvas. Le début de Calvas renié. Voilà. Tac, tac, tac. T'as les cheveux gras, tel un Garrett Prime. Mais fils de pute, je me suis lavé ce matin. Genre, tu me veux quoi, toi, avec tes cheveux gras? Le Prime en question, bah ouais. Que déjà, j'ai une info, je vais voir. Je vais au World l'année prochaine. Et tu vas récupérer ta Jalen Card aussi là-bas ou pas? Juste pour savoir. Ok, du coup. Je vous ai parlé du vlog. On a fait un rapide point sur Athéna. Le badge d'Henriette. Dis bonjour. Viens là. Voilà, dis bonjour. Voilà. On peut pas parler avec toi, c'est toujours l'agressivité. Le boulot de Le Labo qui est juste fou sur ce site de collection. Ouais, j'ai vu. Alors, en plus de ça, pour ceux qui étaient là à l'époque, on avait parlé pendant le Millennium de Yubel, parce que Yubel était sur le projet aussi de base. Et c'est un projet qui traîne depuis longtemps. Ça a eu d'énormes galères à sortir. Parce que Scan Flip, ça doit faire 2 ans que le projet il était dans les cartons. Et vraiment, ça mettait trop de temps à sortir. Mais content de voir qu'ils ont réussi à sortir le produit finalement. Au moins 2 ans, ouais, voilà. Ça devait pas être une appli. J'ai plus tout en. J'ai plutôt en tête. Je sais qu'on en avait parlé à la toute fin du Millennium de Yubel. Donc pour ceux qui veulent aller le voir, allez le voir. C'est dispo sur YouTube, Spotify et tous les autres supports qu'on fait. Donc n'hésitez pas à aller checker. Le chat, on dit il rapplique un bon chat. En fait, ce qui est préoccupant aussi avec le chat, bah, c'est que tu peux lire chat, tu vois, et que du coup, à chaque fois, je ne sais pas si vous parlez de mon chat ou du chat. Et franchement, c'est très chiant. Commence quoi? Si je te donne un as de pique, mais me regarde pas mal comme ça, c'est une bonne carte l'as de pique. T'as pas l'air très concerné par le sujet. Je te le donne? Non? C'est pas une bonne carte pour toi? Je te caresse avec? Oh merde. Je préfère les canailles. Juste après Créteil 2022. Hein. Mais c'est loin. C'est vraiment loin. Ok, bon, du coup, le planning de la semaine, comment ça va se passer? Là, on va être sur une journée un peu détente, on va parler ensemble, on va regarder un peu ce qui s'est passé dans l'écosphère Yu-Gi-Oh! Et à partir de vendredi, on va commencer à bosser le WCQ de Angers, puisque moi, c'est un WCQ que je fais. Donc, ça va être pas mal de théories, voir un peu comment les decks se comportent. Je vais mettre des grosses pincettes, des énormes pincettes sur ce que je vais dire. Peut-être du remote. Va peut-être faire du remote, vous et moi, ensemble. Euh... C'est un chien. C'est vraiment un chien. C'est terrifiant. Euh... Donc peut-être du remote, on verra bien. Pas encore trop sûr de comment on va attaquer cette préparation pour le WCQ d'Angers. Vu que je vais faire assez peu d'events cette année, le but ça va être d'aller récup la qualif à l'Europe.
assez vite. Parce que. Bon, parce que ça me ferait chier de pas aller à l'Europe avec les copains. Angers comme Châteauroux. C'est-à-dire. Parce que j'ai pas fait Châteauroux, moi. J'ai fait aucun tournoi pour l'instant. La fraude va se faire soulever en 4K en live, my dream. Je vais pas faire Châteauroux de base. Non, je pouvais pas faire Châteauroux parce que grosso modo, j'ai commencé un taf il y a 3 mois maintenant. Et en fait, ce taf me fait bosser tous les week-ends, tu vois. Et vu que là, j'ai signé un contrat qui est un petit peu plus haut, on s'est mis d'accord pour que de temps en temps, je puisse venir demander un jour dans un week-end du mois pour que je puisse continuer à développer l'équipe et à être présent pour la commune, etc., etc. Tu viens pas faire celui de Paris et Lille. Je fais pas Paris, je fais pas Lille. Parce que grosso modo, je veux pas être dans l'abus et je veux pas demander plus de, on va dire, 2 jours dans les week-ends sur les mois. Et en fait, si tu veux, moi je suis tout jeune dans l'entreprise et il y en a qui sont un peu plus vieux, qui n'ont pas leur week-end du tout. Et je trouve ça un peu pas ouf vis-à-vis d'eux, tu vois. Donc je sais que je vais pas faire Bologne, je sais que je vais pas faire Lille. Par contre, je ferai Dortmund, ça c'est sûr à 100%. Je ferai Dortmund, je ferai le CDF sur le CDE. Mais je ferai pas beaucoup de tournois à raison de peut-être 1, 2 tournois par mois, grand max. Tu veux pas renouveler notre pari? Et en fait, je vais pas jouer, tu vois. Là, je sais que cette saison, je vais pas jouer du tout. Genre, je bosse tous les week-ends, je bosse tous les samedis, tous les dimanches. Et à chaque fois que je dois aller en tournoi, dites-vous que je dois poser un jour. Donc chaud. Votre niveau pour aller à l'Europe, tu es sûr d'avoir le temps de te préparer avec tous les projets sur le feu. Mais en fait, moi, je vais pas à l'Europe pour perf. Je pense que j'ai accepté l'idée que j'étais un joueur moyen, moyen, juste un joueur très moyen, tu vois, et que aller. Si j'avais lu ton message. Mais attends, tu m'as envoyé ça quand? J'ai pas de message de toi, moi, là. Ah, si, tu veux faire du Edison, ouais, je m'en souviens. Je m'en souviens. C'est ça que tu m'as dit de mémoire. Euh... De mémoire, c'est ça que tu m'as dit. C'est ça. Moyen et très moyen, c'est table. 1050 CE, je t'y crois. Du coup. Bah, honnêtement, ça serait pas étonnant. Genre, moi, les gars, vous savez, je suis pas un. En fait, aujourd'hui, l'équipe elle est gérée par quelqu'un d'autre, je suis pas dedans. Hein. Qu'on se mette bien d'accord. Moi, je suis pas dans l'équipe pour mes qualités de joueur. Hein. Euh, aujourd'hui, aujourd'hui, très honnêtement, je pense que je referai jamais de. Je referai jamais. Déjà, est-ce que j'ai fait, tu vois, ça c'est une vraie question. Euh... J'ai jamais été un excellent joueur, tu vois. Genre, au mieux que j'ai été, c'est bon moins, tu vois. J'ai eu une bonne saison avec K, j'ai eu une bonne saison avec Lab. En vrai, t'es pas si dégueu, je pense, et c'est moi qui dis ça. Non, mais en fait, le truc, c'est que j'ai trop de choses à gérer pour pouvoir m'investir correctement dans le jeu. Et en vrai de vrai, même si mon ego, des fois, il aimerait se dire, bah vas-y, je me tue au jeu et j'essaye de faire des trucs en tournoi, tu vois. Genre, je sais que j'y prendrai pas mon pied total comme j'apprécie ma passion aujourd'hui. Un trophée au moins, oui, je mettais un trophée quand même, c'est vrai. C'est vrai, tu vois. Maintenant, bon, comment bosser une méta, comment bosser un deck, comment travailler sur de la théorie, ça, je sais faire, tu vois. Et donc, du coup, je sais que je passe énormément de temps à théoriser et je sais bien le faire. Et donc, forcément, bah, j'arrive à avoir des infos qui sont plutôt cool, j'arrive à lire des choses qui sont plutôt cool chez les joueurs.
mécaniquement, je vaux pas grand-chose, hein, qu'on se mette bien d'accord. Après, peut-être je me sous-estime de fou, tu vois, mais bah, mon dernier résultat notable, euh, qu'est-ce qu'on appelle un résultat notable déjà? Parce que pour moi, le dernier vrai bon résultat que j'ai fait, c'est le WCQ de Rennes en 2023 avec Cash, où je fais 9-1 dans la salle, quoi. Voilà, ça c'est... Et où je me fais sortir directement sur le top 8 parce que mon oppo c'est un gars de l'équipe et que je lui autorise un replay qui le fait gagner. Voilà, mais sinon, voilà, la Cash, je pense qu'on peut le dire, j'étais bon dessus. Mais pour le coup, après Snake Eyes, ça a été une catastrophe. Euh, j'ai pas joué Snake Eyes en plus pendant très longtemps, parce que pendant très longtemps, je me suis acharné à jouer Voiceless, alors que c'était nul, objectivement. Les replays en top, quelle histoire. Ouais, mais si tu veux, là, c'est un teammate, et genre, en fait, mécaniquement, il a invoqué Big Eyes à la place d'invoquer Shangri-La, tu vois. Et moi, j'ai déjà gagné la game 1 à ce moment-là. Et genre, s'il laisse le Big Eye sur la table, dans la main, j'ai Fenrir Licorne Burst, il est juste mort. Juste, il explose, tu vois. T'as forcé à jouer True Draco sur toi. Non, mais True Draco, je l'ai. Genre, les gars, genre, un tournoi officiel joué avec True Draco en dehors de la période où c'était méta, j'en ai un. Et c'est Villepinte de l'année dernière, parce que je voulais y aller pour prendre des photos. Donc, genre, True Draco, j'aime bien le jouer comme ça en détente parce que c'est Master Duel et tout ça, mais. Ouais, mais pour moi, tu vois, une Challenger Cup, moi je passe mes Challenger Cup à vous suivre plus qu'à vouloir réellement les jouer, tu vois. Et pour le coup, on l'avait vu à l'époque sur les Challenger Cup, quand je tombais contre des gars qui étaient, on va dire, qui étaient bons, genre typiquement Pierre, donc Pierre l'italien, hein, pas le gars de l'équipe. Bah, je l'ai fracassé alors que je jouais trop Draco, tu vois. Mais même quand je jouais des Blue Eyes et tout, je tombais contre des gars, j'arrive à leur tenir tête, voire à voler des games, mais je suis absolument pas régulier, tu vois. Maintenant, maintenant voilà, c'est trop. Je prends mon cas, je fais une saucisse, je progresse pas, et pas sûr de faire des résultats notables, même en jouant, c'est kiff. Mais en vrai, tu vois, il faut bien se dire que de l'expérience de jeu, c'est une chose. Moi, je sais que sur quoi je suis très bon, c'est anticiper ce que mon adversaire va faire. Parce que j'arrive assez bien à lire l'humain, tu vois. Du coup, sur des joueurs, on va dire, de niveau classique, sans dénigrer personne, hein, mais j'arrive très très facilement à lire ce qu'ils ont dans la main, tu vois. Et à partir de là, bah, c'est assez facile d'optimiser tes plays et de jouer dans tes plays. Et la chance que j'ai, c'est aussi que bah, j'ai un cercle de train qui est. Enfin, il va à la salle, tu vois. Genre, ils font des pompes, quoi. Maintenant, on t'appellera Papy Papillon, le mec au fond de la salle qui joue plus, mais c'est quand même le chef. Mais moi, aujourd'hui, vous savez, dans Yugi, ce qui m'intéresse le plus, c'est comment je fais pour développer mon équipe et développer la commune. Moi, aujourd'hui, je prends du plaisir à ça. Et de toute façon, vous allez le voir au fur et à mesure de l'année, les différents projets, les différentes choses qu'on essaye de mettre en place, c'est pour aller dans ce sens-là. C'est pour aller dans un sens où on arrive à développer un peu les différents supports. Là, tu vois, ça fait un petit moment que je me suis pas reposé sur Master Duel. Master Duel, il va falloir que j'arrive à développer un peu plus. Mais les gars de l'équipe Master Duel ont eu plein d'aléas dans la vie qui font qu'on n'avait pas le temps de se repencher dessus. Là, moi, je suis en phase de recrutement pour des joueurs au niveau de Master Duel. D'ailleurs, j'ai reçu un message tout à l'heure d'un gars que je devais voir il y a une semaine et que je reprogramme parce que, bah, en ce moment,
je bosse beaucoup sur Athéna, il y a le travail, je dois aussi passer du temps avec ma chérie, enfin bref, il y a un peu tout ça à concilier, et les journées de 24 heures sont pas assez longues. Genre vraiment, c'est pas assez long. Développer la commu avec Aéropage. Ouais, Aéropage, tu vois, c'est un support. Pour le coup, les deux premiers. Le premier a vraiment bien marché. Le premier était vraiment très cool. Le deuxième, j'ai eu vraiment moins d'inscriptions. Et là, tu vois, le troisième, j'ai ouvert les inscriptions hier ou avant-hier, je sais pas. Bah, par exemple, j'ai toujours pas reçu un mail, tu vois. Donc je me dis, bon, il va falloir que j'arrive à trouver des solutions pour essayer de mettre le sujet un petit peu plus en avant. Là, je suis en attente d'une réponse parce que co-caster, j'ai un co-caster que j'aimerais beaucoup avoir sur le prochain sujet du aéropage. Alors pour ceux qui ne l'ont pas, je te réponds juste après, Chine, hein. J'ai vu ton petit message. Pour ceux qui ne l'ont pas, le prochain sujet d'aéropage, c'est les créateurs de contenu font-ils assez? Euh, L'idée de parler de ça, c'est est-ce que aujourd'hui dans Yu-Gi-Oh, on pourrait faire mieux au niveau de la création de contenu? Et c'est quoi vous vos retours en tant que viewer, tu vois? Est-ce qu'on se contente de peu? Est-ce qu'on essaye d'avancer dans le bon sens? Est-ce qu'il y a assez de diffusion? Est-ce que on... Enfin, voilà, il y a plein de choses à dire sur ce sujet, et je suis en train d'essayer à avoir un, un co-caster où vraiment, s'il me dit oui, ça serait très cool. Maintenant, dernièrement, il a beaucoup donné, et je pense qu'il est un peu fatigué. Mais si j'ai un oui de sa part, ça serait fou. Alors, pour pas vous mentir, j'ai envoyé un message à Zoul. Voilà. Parce que Zoul m'avait dit, si t'as un projet et tout ça, un de ces quatre, ça pourrait être très très cool. Si t'as envie de le faire avec moi, je serais chaud. Maintenant, il faudrait que les emplois du temps ils correspondent et tout ça. Donc j'ai envoyé un petit message à Zoul. Et si Zoul me dit oui, je serais très content de l'avoir avec moi, tu vois. Parce que bah, c'est quelqu'un qui connaît le milieu, genre mieux que personne, tu vois. Euh, donc voilà, on va essayer d'avoir des trucs, mais tu vois, là j'ai demandé à Zulu parce que Zulu il fait du Twitch, et que moi c'est plus dans ce sens-là que j'aimerais aligner la conversation. Maintenant, si Zulu me dit non, forcément, je vais pouvoir envoyer un petit message à Tero, je vais pouvoir envoyer un petit message à Barcode, et on va voir, ça peut être aussi Mathieu, hein, simplement. Mais voilà, il y a des gens autour de moi qui font de la création de contenu et avec qui j'aimerais beaucoup parler et avec qui j'aimerais qu'on puisse échanger avec la communauté. Parce que, mine de rien, il n'y a pas de meilleur retour que ceux de la commu, et avoir des débats qui permettent de donner des avis, parce que bah, l'émission derrière, elle est publique. Donc, même si on n'est que deux à l'animer avec quatre personnes de la commu, bah, ça fait que tu as des personnes qui peuvent re-regarder l'émission en replay. Et donc, du coup, bah, tu as peut-être des créateurs qui vont venir prendre des infos à droite à gauche et avoir quelque chose qui peut être intéressant, tu vois. Et pareil, au niveau des intervenants, tu vois, je pourrais demander à des créateurs de contenu de passer, en avoir un créateur sur les quatre, pour pouvoir venir donner son avis. Maintenant, maintenant voilà, pour l'instant, moi je veux surtout avoir des inscriptions auprès des gens de la commune qui créent pas forcément du contenu et qui vont le consommer, et voir ce que ça peut donner, avoir un roulement au niveau des gens aussi qui passent dans l'émission, parce que bah, c'est important de pouvoir tourner de façon régulière. Et, euh, et voilà. Mais moi, Aéropage, en fait, c'est un format que je peux pas faire solo, tu vois. Et l'idée, c'est pas juste que j'envoie des messages à quelques potes en leur disant, bah vas-y, viens, tu t'inscris et tu passes en soum soum. Non, l'idée, je veux avoir des vrais inconnus en face de moi et des gens avec qui il y a un répondant et il y a un ping-pong, quoi. Maintenant, on verra comment ça va se passer. Justement, depuis qu'on s'est parlé, t'as pu trouver des joueurs. J'ai eu un recrutement depuis qu'on s'est parlé au niveau de Master Duel. On essaye toujours de faire grossir l'équipe. On est encore à la recherche de deux personnes. Maintenant, le recrutement qu'on a fait, c'est de la période de test, comme on fait habituellement. C'est-à-dire que là, la personne, elle part pour 3 à 6 mois de test. Si ça colle avec l'équipe, si la personne rentre dans les airs, etc., bah, on officialisera les choses. Mais pour l'instant, il n'y a pas de... On a une personne en plus dans l'effectif. Est-ce que ça le fera, est-ce que ça le fera pas? Ça, après, ça dépend de la personne, quoi. Ça, je viens plus comme ça. T'auras des vrais gars. Non, mais c'est toujours intéressant. Enfin, celui de la semaine dernière était aussi intéressant parce que tu vois,
moi, je partais du principe que, littéralement, Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui, c'était compliqué à commencer, mais au final, quand tu prends le temps d'y réfléchir, bah, ce que vous avez dit, les gars, c'était super intéressant dans le sens où, bah non, en gros, c'est assez facile à rentrer dedans, juste c'est long, tu vois, parce que t'as tellement de choses à apprendre que c'est super long à rentrer correctement dedans, mais le jeu, au final, il est expliqué de mille et une façons, les rulebooks sont meilleurs, il y a des contenus sur Internet, pour peu que tu sois anglophone, bah c'est parti, là t'as accès à un panel de trucs qui sont fous. Et en fait, aujourd'hui, commencer Yu-Gi-Oh! Est-ce que c'est compliqué? Non. Est-ce que c'est long? Oui. Voilà, la question, elle est là. Et si t'as des potes qui peuvent t'expliquer comment jouer, bah ça aura beau être long, en fait, à chaque fois que tu joueras avec tes potes, et ça sera très cool, tu vois. Non, non, tu les as sur YouTube, tu fais point d'exclamation replay. Je les mets sur la chaîne replay, les aéropages. Parce que j'aimerais bien attirer un petit peu de monde sur notre chaîne replay. Et donc, du coup, je trouve que c'est le format qui s'y colle le mieux pour aller là-bas. Donc, tu fais un petit point d'exclamation replay et tu vas directement avoir notre chaîne de replay. Et à partir de là, tu pourras revérifier, enfin, tu pourras rechecker tous les débats qu'il y a eu. Puis n'hésite pas, si tu veux les mater en stream, y a pas de souci, loulou, hein. Donc voilà pour ce qui est d'aérobage. Donc on verra bien. Une dernière. En fait, il y a plein de trucs duquel je peux pas vous parler maintenant parce que ce serait beaucoup trop précoce. Mais, euh, mais sachez que on bosse très fort, que l'équipe au niveau du CCG, il se la donne aussi, que moi en ce moment je suis sur 1000 fronts à la fois et c'est un peu compliqué de se recentrer. Entre deux, il faut que je trouve du temps pour aussi continuer les Millennium, tu vois. Parce que Millennium, pour le coup, c'est le seul format où, quand je le bosse, j'ai pas l'impression de bosser. Enfin, en général, quand je fais du Yugi, j'ai pas l'impression de bosser, mais Millennium, ça a vraiment une saveur particulière. Genre, c'est. Oh merde. Euh, Donc, euh, donc voilà. Après, pour Athéna, c'est ta faute, t'aurais pas dû sous-estimer les fous du bus. Mais Athéna, pour le coup, genre au moment où on en a parlé au début, et ce que ça donne maintenant, genre je pensais vraiment pas que ça allait être aussi bien, tu vois. Euh, pour le coup, de base, ça devait être quelque chose qui était beaucoup plus tranquille, Athéna. Et vu qu'aujourd'hui, bah, sans vous mentir, la chaîne Twitch, elle arrive à générer un peu d'argent. Genre, c'est pas des milliers et des cents, hein, mais en moyenne, on arrive à générer entre 90 et 50 balles par mois. Et en fait, je me suis dit, bah vas-y, cet argent va servir en partie à venir aider sur Athéna. Alors ça aide sur plein de trucs, hein, c'est ce qui paye aussi l'hébergement au niveau de Millennium sur Spotify. C'est ce qui paye aussi le fait que bah voilà, il y a la musique qui tourne en fond. Enfin voilà, aujourd'hui, plus des gens se sub à la chaîne et plus littéralement ça aide l'équipe. Et le surplus d'argent que j'ai tous les mois, il part dans une petite cagnotte qui sert à payer le CDF des gars à la fin de l'année. Voilà, si vous voulez entièrement la transparence dessus. Et quand on refait les hoodies, comme là par exemple on est en train de refaire les maillots, et bah s'il y a quelques thunes à pouvoir prendre, bah on les balance avec ça. Donc vraiment, les gens qui soutiennent la chaîne, vous soutenez sincèrement l'équipe. Bon, c'est un truc de. C'est bien plus que vous ne pensez. Euh, et donc, du coup, bah forcément, Athéna fait que j'ai voulu mettre un petit peu plus de thunes que ce que je faisais avec l'application. Et donc, du coup, ça permet d'avoir des serveurs un petit peu plus forts, d'avoir des possibilités qui sont un petit peu mieux. Je suis accompagné d'un mec de qui c'est le métier. Et du coup, c'est vrai que bah, ça permet d'avoir quelque chose qui est vraiment très, très, très propre. Tu devais pas écho pour un nouveau PC. Ouais, mais enfin, ça, c'est.
c'est moi, tu vois, c'est mon argent perso, c'est pas l'équipe de le payer, tu vois. Si un jour on a des sponsors et que je peux prendre une partie pour refaire un PC et pour pouvoir continuer à avancer, je le ferai. Mais moi, ma priorité aujourd'hui, c'est pouvoir refaire les maillots de l'équipe. Parce que bah, on a des nouveaux joueurs et qu'eux, ils n'ont pas de maillot et que certains des joueurs qu'on a recrutés n'ont toujours pas de maillot et c'est une vraie problématique. Être en capacité de payer au moins l'hébergement du CDF pour tous mes joueurs et essayer de le faire aussi pour le CDE. Voilà, ça c'est mes trois grosses priorités, tu vois. Et une fois que ça c'est fait, bah là je verrai pour du setup, tu vois. Mais à côté de ça, bah tu vois, dans cette petite cagnotte dont je parlais tout à l'heure, bah moi des fois, là typiquement, tu vois, l'appareil photo que j'ai acheté, l'appareil photo m'a payé 1000 balles. Et l'équipe dessus a pris 20%. J'ai pris 200 balles avec les thunes qui traînaient de l'équipe pour pouvoir amortir un peu mon appareil photo, tu vois. Mais, mais c'est des choses qui... Enfin, ça se fait pas sur un claquement de doigts, tu vois. Et là, l'appareil photo, gros coup de chat, parce que c'est un truc qui vaut plus que 1000 balles, très très honnêtement. Ça vaut au moins 1700, 1008. Et le gars qui me l'a vendu, il a été très smooth avec moi, vu que c'est un pote, et il m'a dit, vas-y, si tu me le payes en 6 mois, tu me le payes en 6 mois, il n'y a, y a pas de problème, tu vois. Mais sans ça, je peux pas... je peux pas lâcher des gros billets comme ça de 1000 balles dans du matos. C'est genre pas possible, tu vois. Et c'est là que l'audiovisuel, bah ça, ça tapote un peu. Là, tu vois, ma... ma souris de PC est morte et je me retrouve à jouer avec une vieille souris type CDI. Mais bon, ça fait le café pour ce que je fais, tu vois. Mais genre, en fait, j'ai tout mon setup qui est en train de tomber en lambeaux. Mais ça, c'est tranquille. À un moment donné, on va continuer à bosser et puis ça remontera les finances et à un moment donné, bah, on pourra refaire quelque chose de clean. Voilà, on s'est vachement éloigné du sujet, mais en même temps, ça avait été annoncé par le chat hein, qu'on s'éloignerait du sujet. Ok. Non, là t'abuses, les souris, je suis passé à. Ma souris m'a lâché il y a 3 jours. Tranquille. Hop. À côté, t'as Ludo qui vit dans un château. Ah, fun fact, Ludo, dernièrement, il nous a envoyé une vidéo de son château. Il rentrait chez lui, il y avait des cerfs dans le chemin. Voilà. Vous faites ce que vous voulez de cette info. Il y a 2 vidéos à regarder chez Théo. Chez Théro. Putain, chez Théo. Et que j'ai toujours pas vu. Sinon, toi, ça va. Moi, ça va. Genre, honnêtement, j'ai jamais été aussi heureux dans ma vie. Genre, mon travail, c'est un travail qui me passionne. L'équipe, ça se passe très bien. Je me dis que là, tous les efforts qu'on est en train de faire avec Yugi, ils sont en train de payer quand tu vois bah, des interventions comme ce que Macron a pu faire, que Kamel commence à arriver dans le jeu, que le jeu commence à aller bien, tu vois. Dans mon couple, ça se passe excessivement bien. Genre, toute ma vie aujourd'hui se passe bien, tu vois. Donc ouais, genre, la vie est belle, faut continuer à bosser, faut rien lâcher. Et, et voilà. Ton taf où tu enfermes des gens, ça te passionne. Eh, soit je les enferme, soit je leur sers de l'alcool. Genre, qu'est-ce que tu veux? C'est pas mal. Couple bien, wait une bague. Ah, c'est quelque temps la bague, mais pas tout de suite. Mais ouais, si on doit faire un instant canard, ouais, très très certainement c'est la bonne. Mais bon, ça on verra ça plus tard. Ça on verra ça plus tard. Euh... Voilà, on se confie, c'est un instant de voix, moi. Euh... mais non, le jeu évolue, j'ai envie de continuer à... J'ai vraiment envie de penser que le jeu, à un moment donné, il sera mainstream et que d'ici quelques temps, bah, sur ce live, tu vois, on sera 100, 150, 200 et que on kiffera tous ensemble de regarder du jeu, de parler du Yugi, de pouvoir faire des trucs, quoi. Et voilà. Bon, allez, commençons les vidéos de terreau. Hop!
L'année dernière, tout le monde jouait Yubel, la grande méchante. Je rappelle que la dernière fois que madame est venue en stream, elle avait pas de chaise. Ouais. Et à un moment donné, faut la mériter sa chaise. De Yu-Gi-Oh! GX venait de recevoir une nouvelle série de cartes. Et alors, j'ai pas joué toutes les vacances, globalement, c'est quel deck les plus représentés en France, Yumi, Canine, Dracotail? C'est ces trois-là. Si t'as pas joué, hésite pas à rejoindre le Discord. T'as une petite fiche de lecture avec toutes les cartes qui sont jouées actuellement dans le format. Là, on a eu BLMM qui est sorti, donc il va falloir se pencher sur Orcus, Gem Knight, Punk et tout ça. Mais voilà, grosso modo, les decks qui sont les plus joués actuellement, je pense que le plus représenté, c'est Yumi et Dracotail. Et que t'as du Canine variante qui traîne un petit peu aussi, mais grosso modo, ils se tirent la bourre tous les trois. Surpuissantes qui l'ont poussé au sommet de la compétition jusqu'au championnat du monde. Et puis, si t'es sur le Discord, n'hésite pas à envoyer des questions, les gars de l'équipe pourront te répondre, ou même moi. Enfin voilà, le Discord est actif à ce niveau-là, donc n'hésite surtout pas. Parti de rien, Yubel est soudainement devenu le meilleur deck du moment. J'avais même sorti un pourquoi personne ne joue dessus en mettant des guillemets sur le personne. Et en commentaire, vous avez été plein à me le faire remarquer. Sauf que là, un an plus tard, eh ben MJ4559, ton commentaire, tu peux le remballer parce que j'ai raison. Je rigole, merci pour vos commentaires, ça fait plaisir. Aujourd'hui, Yubel a disparu. Alors bon, pas complètement, on le voit de temps en temps en scred, mais absent des top cuts, il est très loin de la force dominante qu'il était il y a à peine un an. Touché par la banlist et remplacé par de nouveaux decks plus résilients, plus polyvalents, plus rapides, Yubel nous rappelle que chaque deck Yu-Gi-Oh a une date de péremption. Que ce soit à cause de la banlist ou alors du power creep, au bout de quelques mois, même les meilleurs decks finissent par chuter. Enfin, presque tous. Il existe des decks qui, même après des années, parviennent toujours à remporter les tournois. La preuve que certaines choses ne veulent... Ok, je fais un guess, il y a Mermail dedans. S'il y a pas Mermail dedans, je pète un câble. Voilà. Il y a toujours un connard pour déclarer mégalo. C'est un des premiers trucs qu'on m'a dit en 2017 quand j'ai recommencé le jeu. Il y aura toujours un connard dans la salle pour déclarer mégalo. Et en 2025, c'est encore d'actualité, même si on déclare plus mégalo. Voilà. Par contre, Tero, il est vraiment très bon sur ses intros. Genre, c'est un truc de fou. Simplement pas mourir. Échec et mat. Oh non! Parmi eux, deux en particulier, la lumière et les ténèbres. Deux decks dont les exploits ne se comptent pas en années, mais en décennies. Moi, c'est Théromique et aujourd'hui on parle de deux stratégies légendaires qui refusent de disparaître. Quelles sont-elles et quel est leur secret pour survivre aussi longtemps? Avant ça, les amis, je vous rappelle, il y a l'update de Duel Academy qui arrive dans exactement 2 semaines. De base, c'est le guide qu'on avait fait avec Gabriel Soucy, qui est champion de Yu-Gi-Oh! Pour vous apprendre vraiment toutes les secrets, les techniques pour gagner vos tournois. Et là, on arrive avec la deuxième version. C'est du bonus, c'est compris dans le prix de base, c'est juste comme ça, c'est cadeau pour vous, ça me fait plaisir. Yu-Gi-Oh! Est vraiment en train de changer en ce moment et je me dis que ça peut être intéressant de voir un petit peu quels sont les impacts des nouvelles cartes sur le jeu et qu'est-ce que ça veut dire pour globalement la méta. Bref, ça arrive début septembre et en attendant, si vous voulez déjà voir toutes les capsules déjà en ligne, le lien est en description, vous pouvez aller voir ça, ça fait super plaisir et ça soutient la chaîne. Et sur ce, la suite. La lumière éternelle. À la fin de GX, Yu-Gi-Oh! Fait du surplace. Tout le monde a plus ou moins les mêmes 30 cartes dans son deck et les nouveaux boosters peinent à faire avancer le jeu. Pour du changement, il faut attendre 2008 et le tout dernier set de GX, Lumière de la Destruction. Un pack entier à l'honneur des monstres célestes. À l'intérieur, les forces arcanes, les hommes batteries, quelques héros de la destinée et le deck qui allait changer Yu-Gi-Oh! Pour toujours. Aujourd'hui, on n'en voit plus. Seigneur Lumière. 16 au total, une armée de protecteurs divins, tous avec des effets utiles. Quand elle attaque, Jeanne gagne 300 points, Layla passe en position de défense pour détruire une magie ou piège adverse, Garroth pioche des cartes, Eren renvoie les monstres face verso dans le deck, Orcus protège les autres, Lumina les réanime du cimetière, enfin lorsqu'il se retourne face recto, Raikou détruit une carte et Celestia contre un sacrifice en détruit 2. Leur point commun, pour faire leurs effets, tu dois envoyer des cartes du dessus de ton deck dans ton cimetière. Dans Yu-Gi-Oh! On appelle ça la meule. Par exemple, à la fin de ton tour, Lumina et Layla en envoient 3 et Celestia c'est 4. D'ailleurs, petite question, le chat, est-ce que vous savez pourquoi on appelle ça meulé? Est-ce que quelqu'un a l'origine de ça? Ok, et ben, je sors avant de sortir ma Blex. Ok, et ben pour ceux qui savent pas, on appelle ça meulé à cause d'une carte Magic qui s'appelle Meule, et qui était une carte de Magic qui envoyait une carte du deck au cimetière, de la bibliothèque dans votre, je sais pas comment ils appellent ça dans Magic. Et voilà, ça vient de là.
C'est un terme qu'on a pris à Magic. Je peux peut-être vous retrouver la carte. Hop là. Voilà. Bah, c'est con, mais c'est ça. Quand elle arrive. Alors dit comme ça peut faire peur, parce qu'au bout de quelques tours, t'as déjà perdu la moitié de ton deck. Mais ça veut juste dire que tu dois gagner rapidement. Surtout, envoyer des cartes au cimetière, ça a beaucoup d'avantages. Par exemple, Wolf 2100 niveau 4, mais pas invocable normalement. La seule manière de l'amener sur le terrain, c'est de le meuler. Du coup, avec un peu de chance, tu peux te retrouver avec une armée de loups sur le terrain. Mais surtout, une fois que tu as 4 seigneurs lumière de noms différents dans ton cimetière, tu peux amener leur boss suprême, Le JD. dragon du jugement. Contre 1000 points de vie, détruit toutes les autres Mais cartes en même temps, sur le LS, terrain. c'est Pas une fois vraiment par très tour, très tu cool peux à juste le jouer. faire Genre, en boucle, frapper très fort et laisser ton adversaire sans défense. Une épée de Damoclès que tu places sur sa tête. Et dès que tu commences à avoir un cimetière un peu rempli, il a peur. Pour t'aider, quelques magies et pièges, principalement échange solaire, défausse un seigneur lumière, pioche de cartes et meule 2. Ça accélère énormément ta stratégie. À l'époque, le format est dominé par les bêtes gladiateurs et leur terrible Geisarus. Mais déjà, le deck fait quelques tops et arrive même en demi-finale des championnats du monde de 2008. Pour les seigneurs lumière, c'est que le début. Quelques mois plus tard, dans la genèse du dueliste, en même temps que les premières synchros, on reçoit quelques nouvelles cartes pour l'archétype, notamment renfort de lumière. Meule 3 cartes, ajoute un seigneur lumière de niveau 4 ou moins de ton deck à ta main. Incroyable, ça rend le deck C'est vraiment encore trop plus bien. rapide et polyvalent. Maintenant, il surpasse sans peine les bêtes gladiateurs. Sauf que, problème, à l'époque, la menace c'était plus eux, c'était le dragon armé des ténèbres. Deck explosif qui spamme les synchros et détruit toutes tes cartes. Il est carrément en tiers 0 et seigneur lumière est le seul à lui tenir tête. Enfin, le 1er mars 2009, lorsque le dragon est annihilé par la banlist, on se dit que c'est leur moment, c'est bon, sauf que toujours Eh ben pas. non. Immédiatement après, c'est Synchro 4, une nouvelle stratégie basée sur le chat sauveteur qui domine les tournois. Seigneur Lumière se défend, il monte même jusqu'en finale du championnat d'Europe de 2009 pour perdre face au chat et ses synchros. Le début d'une longue tradition. Le deck est trop cool, mais il est toujours derrière une stratégie un poil Comment il plus va, forte monsieur que lui. Tizzy C'est King, le là roi des médailles d'argent. Et si on veut briser cette malédiction, il faut C'est comme évoluer. Tom K. La réponse, elle vient notamment de la France. Avec son équipe, Vincent Ralambomiedana, Vince sur internet, découvre qu'on peut mélanger les seigneurs lumière aux monstres ténèbres. Par exemple, protecteur mortuaire qui annule les attaques, zombie épidémique pour faire des synchros, sorcier du chaos pour bannir des monstres, et surtout Tragoedia qui module son niveau et vole les monstres adverses. C'est la naissance de Twilight, un mélange novateur et surpuissant qui terrasse les tournois. Austin, Columbus, Los Angeles, les seigneurs lumière remportent 3 SJC d'affilée. Et ça sans compter les championnats nationaux, presque tous dominés par les guerriers célestes. Enfin, on comprend, seigneur lumière est encore plus puissant quand tu le mélange avec autre chose. On l'intègre à l'archange Christia qui bloque les invocations spéciales, aux Oh oui, zombies, ou Christia. alors au fantôme du chaos qui copie les effets des monstres au cimetière. Même lorsque la banlist tombe et limite Lumina et renfort à une seule copie par deck, Jarrell Winston le mélange au monarque et finit 5ème au SJC d'Edison. L'adaptation. Voilà la clé de la survie. Les mois passent, Yu-Gi-Oh évolue, de nouvelles stratégies plus puissantes comme Sabre X ou alors Infernité apparaissent, mais on continue de voir les seigneurs lumière. Layla et Raiko sont en effet très utiles dans des decks comme Tengu Plante ou alors Synchro 4. Ils se débarrassent des cartes de l'adversaire et t'apportent des ressources. C'est un moteur qui fait tourner le reste de la stratégie. À chaque fois qu'un deck joue sur le cimetière ou alors les monstres lumière ou ténèbres, on se tourne vers eux. En 2012, Konami sort le Choc des Dragons, un deck de structure qui mélange à la perfection les deux attributs. Au YCS Dallas, Alexander Reed a l'idée de les mélanger aux seigneurs lumière dans une stratégie ultra agressive qui termine 2ème. Surpassé à nouveau de peu, cette fois par les dinosaures. Néanmoins, il montre au monde que la stratégie fonctionne. Chaos Dragon, comme on l'appelle, monte au sommet de la compétition et remporte les YCS de Toulouse puis de Philadelphie. Les années passent, les dragons se font à leur YCS tour Toulouse. remplacer, les seigneurs lumière continuent de s'intégrer partout sans faire trop de bruit, jusqu'en 2014. Konami sort Royaume de Lumière, leur propre deck de structure avec 3 nouvelles cartes. D'abord Minerva la demoiselle qui cherche un dragon lumière et meule encore plus ton deck, et surtout Raiden. Durant ta main phase,
il tu peux était mener 2 vraiment cartes. fort, hein. C'est excellent pour démarrer tes combos tout de suite. Aussi, c'est un synthoniseur excellent. Tu peux le combiner avec une Lumina De mémoire, en 2018, dans la pile Zombie 60, il y avait une petite engine LS qui était jouée avec des wolves. Et à l'époque, il y avait un... Alors, je vais prendre des grosses pincettes sur l'histoire parce que je la connais pas très bien, je l'ai plus en tête. Mais il y a un joueur qui était connu pour être un mec qui était pas très très droit dans ses pompes et qui s'est retrouvé à meuler 2 de ses wolves sur un clutch juste après avoir touché son deck. Il y a une histoire, il y a une histoire de conneries comme ça. Et pour moi, ça c'était en 2018. Mais après 2018, il me semble pas qu'on les ait revus quoi. Enfin, il y a eu le support en 2017 qui était nul à chier. Et on les a jamais revus, hein. pour sortir un dragon rose noir, ou alors encore mieux, Michael le Grand. Contre 1000 points de vie, tu peux bannir une carte sur le terrain. Et s'il est détruit, alors tu recycles autant de Seigneur Lumière que tu veux. C'est leur grand retour, plus seulement comme un moteur pour d'autres decks, mais comme leur propre stratégie. Mélangés au Maître Dragon, ils ravagent les tournois. Marcel Bourri les amène au championnat d'Europe avant de lui aussi s'incliner en finale. Une autre médaille d'argent, comment c'est possible? Avec un peu plus de temps, c'est sûr, il aurait pu décrocher une première place, mais à peine quelques mois plus tard, arrive l'Alliance des duellistes. Un set rempli de cartes surpuissantes qui a changé Yu-Gi-Oh! À tout jamais. Seigneur Lumière retourne à son rôle de moteur, on les voit dans les marionnettes de l'ombre, pilotées par Patrick Hoban jusqu'en finale du YCS de Toronto. Pour voir sa nouvelle forme, il faut attendre 2015 et Minerva l'exalté. X64, une fois par tour, tu peux meuler 3 cartes, puis piocher autant de cartes que de Seigneur Lumière que tu as envoyé au cimetière comme ça. Alors déjà, c'est fou, mais en plus, si elle est détruite, alors tu peux meuler 3 et détruire autant de cartes adverses que de Seigneur Lumière que tu trouves. Une révolution, la Elle va créature être trop parfaite, forte. elle fait tout. Mais Problème, c'est c'est une une prize card. Trophée que tu reçois lorsque tu gagnes un tournoi. Il y en a donc très peu en circulation et les rares copies s'échangent jusqu'à 1000 $. Il existe C'est ainsi plus cher une que version ça. de Seigneur Lumière réservée à l'élite, Minerva Turbo. Tu remplis ton cimetière puis tu ramènes plein de monstres que tu combines pour sortir 3 Seigneurs Structure Psy Omega. Chacun peut se bannir pour voler une carte de la main de l'adversaire. Tu lui retires donc tous ces monstres avant même qu'il n'ait eu le temps de jouer. Du coup, le deck coûte ultra cher, genre plus qu'un SMIC, mais ça fonctionne. En octobre 2016, au Oasis de Liverpool, Tom Virgutz amène les Seigneurs Lumière jusqu'en finale, mais à nouveau plie le genou Thomas et termine Rose. deuxième. Il y a eu une malédiction quelque part. Quelle sorcière est-ce qu'on a tapé là? Enfin, l'ère des pendules se termine. Avec l'arrivée des liens, sortent les Seigneurs Lumière du crépuscule. Version ténébreuse de ce qu'on connaît, ils bannissent leurs camarades du cimetière pour activer leurs effets. Malheureusement pas incroyable, un échec en compétitif. Même chose pour le Dragon du Châtiment, alter ego du Dragon du Jugement, qui renvoie toutes les cartes dans les Nul. cimetières dans les decks de leurs propriétaires. Nul. Bien moins impactant, on l'a très rarement vu. La carte qui va faire du bien à l'archétype, c'est surtout l'herbe à l'air plus verte. Quand tu as plus de cartes dans ton deck On y que arrive. ton adversaire, meule-en jusqu'à ce que vous en ayez le même nombre. Imaginons que toi t'en as 60 et lui 40, et ben comme ça t'envoies 15, 20 cartes de ton deck au cimetière. Comme ça, c'est broken, complètement fumé, tellement qu'aujourd'hui elle a été interdite, mais à l'époque ça faisait des ravages. On se met à voir Seigneur Il y a un Lumière joueur mélangé français aux qui était zombies dans très les connu. monstruosités de Ouais. 60 cartes. Il y a un joueur français qui était très connu pour jouer ça et pour le jouer très très bien, qui a été au World avec, qui s'appelle Lohan Sikimiel. Voilà, si vous connaissez pas cette histoire, allez voir son Delirium, il y en a un sur lui, voilà. Regarde-moi ça, qu'est-ce que c'est? À l'époque, on venait d'entrer dans un autre format tiers 0 avec Espiral, un des clients qui domine la compétition. Et comme avec le Dragon Armé des Ténèbres presque 10 ans plus tôt, Seigneur Lumière est plaire. le seul qui Ouais, lui tient bon. tête. Les deux decks s'affrontent en finale du fait YCS de le Neven, Prague, mais boum. encore et toujours, les guerriers lumineux s'inclinent. À un moment, c'est une malédiction, enfin genre Seigneur Lumière est trop fort, mais dès qu'il arrive en finale, tout s'effondre. Là, le souci, c'est la stabilité du deck. Belle journée Lors de la autopromo, troisième game, un le peu. joueur Seigneur Lumière commence, mais a une main injouable, remplie de créatures qu'il veut meuler, mais pas piocher. Du coup, il pose une seule carte et passe son tour, laissant le champ libre à son adversaire. Ça a toujours été le problème de l'archétype. Quand ça marche, mais par contre, il y a des fois où tu vas être complètement bloqué. Ta main est remplie de wolf, tu peux rien faire. Merci monsieur Labro. Comment s'est passé ton stream? Comment s'est passé son stream à monsieur Labro? Oh putain. Oh la fatigance, c'est fou. Et SO Labro. Hein. Ça a été tranquille. Bon, ça a tapé un peu de remote, c'est ça?
Ça s'entraîne pour les prochains WCQ. On te voit où, toi, d'ailleurs, prochainement? YCS de Lille. Eh ben, on s'y verra pas, mon pote. Je serai pas là. Je serai malheureusement pas là. Et bon, la vie a décidé de mettre le YCS de Lille la même semaine que les 60 ans de ma maman. Donc forcément, bah, je suis pas là. Hein, il y a des priorités dans la vie et la famille, ça en fait partie. Et bon, c'est comme ça. Oh, ça fait un moment que tu m'as pas vu en Emen, parce que là, dernièrement, les seuls trucs que j'ai fait, c'était le France, le CDE. Et on se verra certainement. On se verra, la vie. Et progressivement, on préfère des decks moins explosifs, mais plus stables. En 2018, Konami sort Curieuse la Dominatrice, premier lien Seigneur Lumière qui envoie n'importe quelle carte de ton Curieuse. deck au cimetière. Un effet beaucoup trop utile qu'on a vu dans toutes sortes de FTK et stratégies toxiques jusqu'à ce qu'on l'interdise pour de bon. Plus globalement, la majorité du deck a vieilli. Layla, Jeanne ou alors Raiko ont 10 ans, ils ne tiennent plus la route. Progressivement, on se désintéresse du deck et pour la première fois depuis une décennie, Seigneur Lumière disparaît de la compétition. Jusqu'à ce que Konami le ramène. En 2024, dans l'héritage de la destruction, sort ce qui est actuellement la dernière vague des Seigneurs Lumière. Déjà, Vice l'Arc Démon s'invoque spécialement en plaçant un Seigneur Lumière de ta main sur le dessus de ton deck, puis en meulant deux. Une bonne manière de se débarrasser de tes briques. Et surtout, si tu la meules elle, alors elle réanime un Seigneur Lumière dans ton cimetière. À côté, Dragoness s'invoque gratuitement de ta main et envoie un Seigneur Lumière de ton deck au C'est du cimetière. bon support, Puis en si tu vrai. le meules, tu peux ajouter un Dragon du Jugement ou alors un Dragon du Châtiment de ton deck à ta main. L'idée, c'est de combiner les deux pour sortir le Dragon de la Révélation. Effet rapide, contre 2000 points de vie, tu peux bannir toutes les autres cartes sur le terrain et dans les cimetières de chaque joueur. Une gigantesque bombe qui, malheureusement, te laisse toi aussi sans rien. Du coup, sur le papier, pourquoi pas, mais en vrai, c'est un peu risqué comme stratégie. Tu préfères largement Minerva l'Athénienne, version synchro de la plus forte des guerrières célestes. Quand tu l'invoques, elle envoie 2 Seigneurs Lumière directement de ton deck au cimetière. Alors déjà, c'est incroyable, mais surtout, tu peux bannir jusqu'à 4 Seigneurs Lumière de ton cimetière pour meuler autant de cartes du dessus de ton deck. L'Xyz Minerva était déjà bien broken, mais c'est rien comparé à ça. Littéralement une machine à ressources qui ramène Seigneur Lumière Mais dans ça, la rien compétition. On le voit pur ou alors mélangé à des stratégies T'inquiète, qui je jouent rate avec des leur WCQ pour cimetière le comme mariage, Relique ouais, ou mais après... Diamantation. Cette fois, malheureusement, pas d'énormes La vie succès d'adulte, en quoi, tournoi, j'ai envie de parce dire. que le deck a besoin de beaucoup de cartes pour fonctionner. Pour faire tes combos, il te faut quand même une douzaine de Seigneurs Lumière, dont certains que tu ne veux pas piocher. Aujourd'hui, c'est un peu beaucoup et ça t'empêche de mettre toutes les end-traps que tu veux. Après, c'est jouable, on le voit toujours de temps en temps et on sait que un jour, il Coucou explosera à nouveau. Taigo. La mécanique de Seigneur Lumière, la meule, c'est juste fondamentalement trop fort. Le cimetière dans Yu-Gi-Oh, c'est comme ta deuxième main et une stratégie qui le remplit très vite aura toujours du potentiel. Si tu veux l'essayer, fais un tour en Edison, le format de 2010 où il continue de vivre et de rayonner. Seigneur Lumière est un des decks avec le plus de top de toute l'histoire du jeu. En presque 15 ans, il est devenu l'archétype préféré de beaucoup de monde, au point où Konami a carrément réédité leur booster original. C'est une pièce centrale qui a défini des années de design de cartes. Sans Seigneur Lumière, Yu-Gi-Oh ne serait juste pas le même. Mais après tant d'éloges, L'effet qui démo. peut également avoir un tel palmarès? Quelle est la deuxième stratégie qui peut prétendre au titre du deck éternel? Il va invoquer Les Jack abysses Green. infinis. Il va On a invoquer parlé de Jack Tom Green. Virgoots qui amène Seigneur Lumière en finale du YCS Oh, de merde. Liverpool avant de s'incliner et finir à la deuxième place. Mais en face de lui, tu as Thomas Rose, un des meilleurs joueurs de Grande-Bretagne qui vient de remporter la médaille d'or avec une stratégie encore plus originale. Un archétype en quel au début personne ne croyait, mais qui a laissé une trace indélébile dans l'histoire de Yu-Gi-Oh! Abyss Ardent. Revenons un peu en arrière. En 2014 sort l'Alliance des Duellistes. Les Seigneurs Lumière trouvent une place dans les marionnettes de l'ombre, mais il n'y a pas que. On découvre aussi les Yangzing, des synchros, et les Sattel Chevaliers, des Xyz. Rien que ça suffit à bouleverser le jeu à tout jamais et plonger Yu-Gi-Oh! Dans un nouvel âge, plus rapide et explosif. Sauf que lorsque le set arrive chez nous, on a une petite surprise. Normalement, les cartes sont designées au Japon, puis importées chez nous un peu plus tard. Mais de temps en temps, la team occidentale peut aussi créer des decks exclusifs au TCG. C'est comme ça qu'on a eu les Et là- Kaiju, les Cosmo, les Mitsurugi, Boum. les Subterreurs, et en 2014, on a eu les Abyss Ardents. Inspirés des démons de la divine comédie de Dante, tes créatures peuvent toutes s'invoquer gratuitement de ta main si tu ne contrôles aucune magie ou piège. En contrepartie, si tu contrôles un monstre qui n'est pas un Abyss Ardent, alors il s'autodétruisent. Alors dit comme ça, c'est pas fou, mais c'est que le début. Chaque démon a un effet lorsqu'il touche le cimetière. Sire réanime un autre Abyss Ardent, Graf en invoque un du deck, tandis que Skarm ajoute
un démon de niveau 3 depuis ton deck à ta main à la fin du tour. C'est donc très facile d'en mettre plein sur le terrain dès le premier tour et ensuite de les superposer pour Et là, sortir Dante, attention. voyageur des abysses ardents. Une fois par tour, tu peux envoyer entre 1 et 3 Dante, cartes cire, du cire, ton deck Dante, au cimetière cire, pour Dante, donner Dante, entre cire, 500 cire, et cire, Dante, 1500 cire, cire, d'attaque. Dante. Si Dante Graphe attaque, à il est cire, changé en cire, défense Dante, à la Dante, fin de la cire, battle cire, phase. Dante. Et enfin, s'il est envoyé au cimetière, tu peux reprendre un autre abysse ardent dans ta main. Vraiment, c'est sympa, chaque carte en ramène une autre, t'es jamais à court de ressources. Genre, Cire réanime Dante, Dante reprend Cire, puis Cire réanime Dante, puis Dante reprend Cire, puis Cire, et comme ça à l'infini. Alors c'est cool, mais à part ça, en vrai, tu fais pas grand chose. Ok, tu peux utiliser Guide des Enfers pour invoquer un abysse ardent directement de ton deck, et au passage annuler ses effets pour ne pas qu'il s'autodétruise pour une X gratuite, mais c'est tout. L'archétype n'a aucun pouvoir offensif, il se repose sur d'autres cartes comme Zenmain Automate, Alucard, ou alors des pièges comme Souffle d'Aile de Phénix, ou alors Réduction de Karma. Il y a même des gens qui mettent des monarques dedans, genre Caius, mais on est en 2008 ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Quand à côté Yang Zing renvoie les monstres dans le deck et Marionnette de l'ombre sort Winda qui bloque les invocations spéciales, Abyss Ardent fait un peu pitié. Résultat, on le voit de temps en temps, il se glisse parfois en top cut sans plus. Mais déjà, on commence à voir son potentiel. Comme avec les Seigneurs Lumière, meuler des cartes pour activer des effets au cimetière, c'est tout le temps bien. Abyss Ardent est ainsi une stratégie très versatile que tu peux mélanger avec tout et n'importe quoi. Au YCS de Dallas, Billy Break, un des meilleurs joueurs de l'histoire, les intègre aux Marionnettes de l'ombre dans une pile de 60 cartes. Il rajoute aussi quelques monstres lumière pour invoquer le soldat du lustre noir, émissaire du commencement, La pile à qui donne le boost 60. offensif dont le deck avait Et puis besoin. Bay, Surprise est apparu. générale, Billy roule sur tout le monde et offre aux Abyss Ardents leur première grande victoire. Est-ce que vous connaissez la légende qu'il y a avec ce top? Est-ce que vous connaissez la légende qu'il y a autour de ce top ou pas? Ok. À l'époque, Tourguide n'était pas joué. Peut-être je vais me planter sur les noms, mais grosso modo, Tourguide n'était pas joué. Pour moi, c'est elle. Et Billy Break, il avait acheté un classeur entier de Tourguide. Il avait un classeur épais comme as de Tourguide. Il a gagné son YCS. Donc il y avait 3 Tourguides dans son deck. Il a ouvert son classeur, il l'a mis sur la table, il a fait ses 100 balles la copie. Et il a vendu le classeur. Voilà. Ça, c'est une vraie démo. Juste après, le deck arrive deuxième au YCS de Londres, puis c'est Patrick Hoban qui remporte le YCS d'Anaheim avec une version plus centrée sur les pièges. Abyss Ardent prouve que lui aussi peut se tenir au sommet de la compétition. Ouais, et c'est c'est- que le début j'ai du d'une mal. run légendaire. Ça, c'est du marketing. Le nouveau challenger amène la deuxième vague de support. Dedans, Alish annule les effets d'un monstre sur le terrain, Calcab renvoie une magie ou piège dans la main de son propriétaire, Rubik lui n'a pas d'effet au cimetière, mais c'est un synthoniseur que tu utilises pour amener Virgile, star du rock des Abyss Ardents. 2500 d'attaque, une fois par tour tu peux défausser un Abyss Ardent pour renvoyer une carte adverse dans son deck. Excellent, voilà le côté offensif dont la stratégie avait désespérément besoin. Surtout avec lui, la carte qui change tout, Lac de Feu. Envoie 2 Abyss Ardents que tu contrôles au cimetière, détruis 3 cartes sur le terrain. Une folie, non seulement tu casses tous les monstres adverses, tu déclenches aussi tous tes effets pour gagner encore plus de ressources. Maintenant, plus personne ne se moque de Dante et ses démons. Les Abyss Ardents s'imposent dans toute la méta, à part égale avec les Marionnettes de l'ombre et les Clifford, un nouveau deck pendule. Le booster suivant amène Libic qui invoque un Abyss Ardent de ta main en annulant ses effets, pratique pour éviter leur destruction, puis Kagna qui envoie une magie ou piège Abyss Ardent de ton deck au cimetière, Je comme sais pas si bien de et mémoire, mal ils ont des pas Abyss été Ardents. Normalement, elle joués. sert à invoquer Malakoda, sauf que il est nul, du coup on la préfère pour son deuxième effet pour ajouter Lac de Feu de ton deck à ta main. Mais la meilleure carte du set, c'est Farfa. Ça. Lorsqu'il est envoyé au cimetière, tu peux retirer un monstre adverse du jeu jusqu'à la fin du tour. Très C'est fou d'être vieux comme ça, mais... Ok. Pour ceux qui savent pas, Yu-Gi-Oh! Avant, c'était un monde qui était très toxique. Genre, la communauté était infernale. Et tout le monde se tirait dans les pattes, tout le monde se trash-talkait. Il y a eu des gens qui ont pris des storm sheets sur certains groupes Facebook, vous imaginez pas. Fais gaffe, on voit tes cheveux blancs, c'est pas grave, je vais y... Et à l'époque, il y a eu un joueur qui était relativement connu, mais plus pour la personne qu'il était. Et ce gars, à l'époque, avait un des meilleurs decks de la salle. Donc il y avait 3 H, le deck valait la peau du cul. Et il est tombé sur un oppo. Et il a fait l'effet de Farfa.
sur Giant Rex. Pour ceux qui ne l'ont pas, Giant Rex, c'est un dinosaure de niveau 4 qui dit que quand il est banni, vous pouvez le réinvoquer spécialement. Du coup, comment vous dire que il a fait Farfas sur Rex, c'est devenu un mème. Voilà. C'est devenu un gros mème dans la commune. Et le mec, on a pris plein la gueule pendant longtemps. Très 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 longtemps. Le Farfas sur Rex. Pratique pour bloquer temporairement ton adversaire, te laisser le temps d'accumuler des ressources ou alors juste dégager son terrain pour lui faire le coup de grâce. À partir de là, Abyssardan domine. À Charleston, il occupe les 2/3 du top cut. C'est lui, sans conteste, le nouveau roi du jeu. Mais pas pour longtemps. Quelques mois plus tard, Yu-Gi-Oh! Est à nouveau chamboulé lorsque Konami révèle les Nécroses. Monstres rituels, beaucoup trop puissants pour leur époque, qui Deck de raflent la con. couronne et ravagent les tournois. Dos au mur, Abyssardan doit changer de stratégie. Il abandonne les combos rapides et retourne sur une version avec encore plus de pièges. Le français Valence le Tertre en joue 15 dans des trucs obscurs comme genre cohue cérébrale ou interruption de Raigeki. Du pur anti-méta, précisément de l'anti-nécrose. Et ça marche. Lent et méthodique, il brise tous les rituels qu'il rencontre, même celui de Denis Benkiri en finale. Néanmoins, aussi incroyable que cette victoire puisse être, rapidement les rituels reprennent l'avantage et écrasent le reste des tournois de 2015. La seule chose qui peut l'arrêter, c'est la banlist. En fin d'année, Necros perd ses meilleures armes et immédiatement Abyssardan est de retour en gagnant les YCS de Tohoto et Monterrey. Sauf que la banlist n'épargne personne. Après des années laissées tranquilles, Konami j'ai vu limite bête Sir spirituelle. à 2 et Graph à 1. Ça fait très mal. En compensation, qu'est-ce qu'on reçoit? Barbare. Qui inflige entre 300 et 900 points de dégâts lorsqu'il touche le cimetière. Alors, c'est sympa, mais loin d'être suffisant pour garder le deck à jour. En comptant Dragig, dont on ne parle pas parce qu'il est nul, on est à 11 démons. Ça commence à faire beaucoup, surtout lorsqu'ils font tous plus ou moins la même chose. Yu-Gi-Oh! Évolue, les decks émergents comme Cosmo ou alors Pendule jouent sur 2, 3, 4 axes différents. Abyssardan, lui, c'est fait des Xyz et pose des pièges. C'est très linéaire. Alors oui, il le fait très bien, encore plus avec la sortie Mais, de nouveaux monstres comme Guerrierino démoniaque ou leur Vitesseroid Taketonborg, mais ça ne suffit plus. Pendant toute la première La moitié de 2016, Abyssardan le reste vrai en bon dernier retrait, support, c'est jusqu'à ce que Cherubiné. Konami sorte Cherubiné, c'était vraiment une l'ultime carte de pièce du fou. puzzle. En fait, la tradition, c'est que lorsqu'une exclue TCG arrive au Japon, on lui donne une nouvelle carte qui aide un peu la stratégie. Espiral a eu double hélice, Subterreur a eu Gourou, Abyssardan reçoit Béatrice. La Dame Éternelle est une X6-6 que tu peux néanmoins invoquer par-dessus un Dante en défaussant un D'accord, Abyssardan. oublié, Durant le tour de Béatrice. chaque joueur, détache un matériel pour envoyer la carte que tu veux de ton deck au cimetière. Juste comme ça, n'importe laquelle. Ça peut être Farfa pour bannir un monstre adverse, ça peut être Cyr pour réanimer un Abyssardan, mais ça peut aussi être Wolf Seigneur Lumière, Malveillant Héros de la Destinée, tout est possible. Ce que tu veux, les combos avec Béatrice sont infinis. Enfin, cerise sur le gâteau, si la personne en face de toi s'en débarrasse, elle invoque gratuitement un autre Abyssardan de ton extra deck, notamment Dante, Pèlerin des Abyssardans, qui pioche des cartes et en retire à l'adversaire. Bref, Béatrice est une bénédiction pour le deck, qui immédiatement réapparaît en tournoi. On le voit pur, mais aussi aux côtés des monarques ou alors d'un nouvel archétype, les chevaliers fantômes. Deck de Yuto dans Yu-Gi-Oh! Arc 5, ces guerriers de niveau 3 s'intègrent parfaitement avec les démons. Eux aussi ont des Mais effets au c'est- cimetière. Bot silencieuse barbares, se c'est retire nul. par exemple du jeu pour chercher une épée du brouillard qui bloque un monstre et annule ses effets. Surtout, eux aussi s'invoquent facilement pour faire des X6-3 comme Chevalier Fantôme de l'épée brisée, qui détruit une carte sur chaque Breaksword. terrain avant de réanimer 2 chevaliers du cimetière. Enfin, Abyssardan joue sur de nouveaux axes. Ce mélange, on l'appelle Piqué Fire et c'est une dinguerie. Santiago, Providence, Origins, il remporte 3 YCS d'affilée. Il va même jusqu'en finale du championnat d'Europe où il perd d'un cheveu contre nul autre que Samir Bachar, notre prodige national. Progressivement, Piqué Fire devient le deck de l'élite. Il n'est pas nécessairement le plus fort, mais entre les mains d'un bon joueur, rien ne l'arrête. Même alors que Cyr et Béatrice se font limiter à une seule copie par deck et que de nouvelles stratégies plus agressives comme ABC ou alors Zodiac voient le jour, les Abyssardans continuent d'apparaître de temps en temps en tournoi. On les mélange à d'autres archétypes, on en fait des versions de 60 cartes, puis au début de l'ère des liens, on les utilise pour spam autant de monstres que possible. Une de mes formes préférées, c'est ça. Aucune magie à part ouais. lumière de CK pour piocher des cartes et un nouveau boss, Ça, c'était sorti. Hydralander Orbital. Invoque-le spécialement. Ça, c'était sorti fin 2018. C'était vraiment un deck de con. C'était pas exceptionnel, mais c'était vraiment con à jouer.
de ta main si tu as au moins 5 monstres dans ton cimetière et aucun avec le même nom. Durant le tour de chaque joueur, tu peux meuler 3 et détruire une carte de l'adversaire. Couplé aux Abyss Ardents, c'est juste trop fort. On le voit piloté par les meilleurs joueurs du moment comme Dinkabui ou alors André Torres qui s'en servent pour gagner le YCS de Mexico City. Si c'est de plus en plus rare de croiser Abyss Ardent pur, il est encore beaucoup mixé à autre chose. Et ça, Konami l'a très bien compris. En 2019, pour fêter leurs 5 ans, il leur offre Cherubini, Ange Ébène des Abyss Ardents. Alors après Béatrice, Alors lui, on pensait que c'est une c'était carte, impossible de faire mieux, mais on avait tort. Lien 2, elle protège les monstres qu'elle pointe de la destruction. Enfin, tu peux invoquer tes Abyss Ardents avec autre chose sans qu'ils s'autodétruisent. Surtout, une fois par tour, tu peux envoyer n'importe quel monstre de niveau 3 de ton deck au cimetière. Au hasard, Graph qui sort un autre démon comme Cyr que tu combines avec Cherubini pour invoquer une Lien 3, par exemple Chevalier Fantôme Bardiche Rouillé. Autre carte surpuissante qui t'amène encore plus de cartes. Maintenant, à partir de un seul guide des enfers, tu pouvais démarrer un combo qui montait un terrain impassable dès le premier tour. C'est fort, mais ça réduit aussi Abyss Ardent à un statut d'engine, de moteur pour un autre deck. Tu joues un Cyr, un Graph, une Cherubini et c'est tout. Le dernier clou dans le cercueil, en 2024, Béatrice est interdite. Ironiquement, pas à cause de Dante, mais des démons forgerons qui peuvent l'invoquer très facilement en superposant 2 niveaux 6. Les Abyss Ardents sont un dommage collatéral, et sans leurs meilleures cartes, ça devient presque impossible de les jouer purs. Actuellement, Abyss Ardent se fait discret, mais il est jamais très loin de la compétition. Cherubini est toujours très joué dans des decks basés sur les niveaux 3 comme Crystron ou alors Gobelin Motard, et surtout, il y a quelques mois, on a reçu une nouvelle série de cartes exclusives au TCG qui leur redonne du potentiel. Buio, la lumière de l'aube, annule les effets d'un démon que tu contrôles pour s'invoquer spécialement de ta main. Puis, s'il est envoyé au cimetière, cherche Mutinerie Céleste, une magie de fusion qui recycle tes cartes pour invoquer l'Use des Ténèbres du Crépuscule. Il protège ton terrain et détruit les cartes de l'adversaire. C'est pas exactement suffisant pour les ramener à leur gloire passée, mais c'est un bon début. Surtout, en fait, ça montre que même après 10 ans, même après plus de 100 tops en Major, Dante et les Abyss Ardents ont toujours leur place dans Yu-Gi-Oh! Plus que leur puissance, ce qui permet à des stratégies comme Seigneur Lumière ou Abyss Ardent de survivre, c'est leur originalité. Trop de decks disparaissent car ils deviennent une version inférieure d'une stratégie plus récente. Mais là, personne ne fait ce qu'ils font. Dans ce cas-là, c'est d'ailleurs pas les seuls, c'est aussi ceux qui sauvent Assaut de l'air ou alors Maître Dragon, des archétypes qui ont à leur manière eux aussi surmonté l'épreuve du temps et continuent de performer encore aujourd'hui, seuls ou mélangés à autre chose. Originalité et adaptabilité. Voilà le secret d'un deck immortel. Sur ce, merci beaucoup de m'avoir écouté, c'était Théo, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo si elle vous a plu. Nous on se retrouve très rapidement, notamment dans 2 semaines pour la suite de Duel Academy, le lien est déjà en description. Ok, bon. Je vais donc jouer à présent. Bon. SS deck n'est pas Axel. Ouais, non, faut les surfoutre. Faut les surfoutre. Vraiment, SS, je crois que c'est un des decks que je teste le plus dans Yu-Gi. Et y a pas. Vraiment, je haïs pas énormément de decks. Hein. Mais SS. Oh! Nique sa mère, hein. Mon tyrannosaure ultime en mode attaque. Davy Cricket est l'un de mes personnages préférés de Yu-Gi-Oh! GX. Alors, pas pour sa personnalité, il est insupportable, mais parce que c'est le maître des dinosaures. Plus que son deck, c'est son mode de vie. Il a carrément un os du Jurassique dans la jambe. Mais j'ai quand même quelque chose que tu n'as pas. De l'ADN de dinosaure. Gamin, j'étais fan de son Tyranno ultime, 3000, qui attaque tous les monstres de l'adversaire en un seul tour. C'est un gros dinosaure. C'est nul. Alors pourquoi est-ce que je perdais tous mes duels? Il y a en réalité très peu de dinosaures dans Yu-Gi-Oh! Sur les 13 000 cartes différentes, on en compte à peine 144. La plupart sont complètement nuls et à l'heure de cette vidéo, personne ne les amène en tournoi. Mais ça n'a pas toujours été le cas. À une époque, les dinosaures régnaient en maître et ils ont même gagné les championnats du monde. Comment c'est possible? Des rois du jeu? Pourquoi est-ce que les dinosaures ont aujourd'hui disparu de Yu-Gi-Oh! Moi c'est Théromique et aujourd'hui on parle des créatures qui ont bercé appelons-le en français le TUC. L'histoire des dinosaures, leur règne à leur extinction. La naissance des dinosaures. Juste avant les amis, la suite de Duel Academy arrive très vite. De la suite. Au tout début, les lézards géants se faisaient rares dans Yu-Gi-Oh! Entre les mains de Rex Raptor dans les premiers épisodes de l'animé, on découvre le roi Rex à 2 têtes, qui tient plus du dragon. Pas comme le dragon bras d'épée, qui ressemble à un stégosaure, ou alors Megazooler, qui ressemble à rien. Le seul qui a de la gueule, c'est Tyranno Noir. Niveau 7, 2600, si tous les monstres de ton adversaire sont en position de défense, tu peux attaquer directement ses points de vie. Alors dans l'idée, pourquoi pas, mais en pratique, ça sert pas à grand chose. Pour commencer à avoir un semblant de stratégie, il faut attendre Yu-Gi-Oh! GX.
Dans sa dizaine de duels à l'écran, Davy Cricket pose toutes les bases que Konami rassemble en 2006 dans un deck de structure, la rage du dinosaure. À l'intérieur, le Tyranno ultime, comme on l'a dit, 3000 et il peut attaquer tous les monstres de ton adversaire. Même si son terrain est rempli, en une seule battle phase, tu t'en débarrasses. Très bon effet. Le seul problème, c'est qu'il est obligé d'attaquer avant tous tes autres dinosaures, et donc potentiellement tomber en premier dans les pièges de ton adversaire. Pour un monstre à 2 sacrifices sans protection, c'est un peu risqué. La vraie star du deck, c'est plutôt Tyranno Superconducteur, 3300, impressionnant surtout pour l'époque. Tu peux sacrifier un autre monstre que tu contrôles pour infliger 1000 points de dégâts à la personne en face. Là, du coup, une manière d'éviter les pièges adverses et de réduire sa vie à 0 sans nécessairement avoir besoin d'attaquer. Sauf que sacrifier un monstre à chaque tour, c'est beaucoup. Surtout pour un dinosaure qui te demande lui-même 2 sacrifices pour arriver sur le terrain. Alors oui, techniquement, tu peux l'invoquer plus facilement avec Pilule d'évolution majeure qui ne te demande de sacrifier qu'un seul monstre, mais ça reste un peu trop. Si encore les autres cartes du deck tournaient autour de ça, pourquoi pas, mais non. Le reste de la rage du dinosaure ne se compose que de monstres aléatoires. Hyper tête de marteau renvoie des créatures à la main, Triceratops et Ténèbres fait des dégâts perçants, rien à voir avec le sacrifice. En casual, c'était très fun à jouer, mais tel quel, le deck est nul. Le seul combo encore un peu sympa, c'était activer instinct de survie pour bannir tous les dinosaures de ton cimetière, puis d'invoquer Tyranno Infini, qui gagne 1000 points d'attaque pour chaque dino retiré du jeu. Attaquer avec un T-Rex à 7000, 9000, c'est limite la meilleure carte du deck de structure à l'époque, c'était Cabazol. c'était drôle, mais beaucoup trop fragile et lent à mettre en place pour être viable en tournoi. De cette époque, le seul dinosaure à avoir brisé la barrière du compétitif s'appelle Hydroguédon. Détruis-le en utilisant ton attaque hydrocanon. Dans l'animé, c'est le monstre fétiche de Bastion. 1600 d'attaque, lorsqu'il détruit un monstre au combat, il amène un autre Hydroguédon depuis ton deck sur le terrain. Quand à l'époque tout le monde jouait des créatures minuscules à la Sangan ou Tomate Mystique, tu pouvais accumuler des monstres très rapidement. Une stratégie agressive, mais qui paye lorsque John Lecto l'amène au SJC Indianapolis de 2006, l'un des plus gros tournois de l'époque, et termine en top 4. Après ça, Hydroguédon accumule encore quelques tops en 2007 avant que les nouveaux boosters plus puissants ne l'effacent de la compétition. C'est pas le seul dans ce cas-là. Il n'y a pas de stratégie dinosaure, juste des créatures isolées qui apparaissent de temps en temps dans la méta. Je sais même pas à quel moment ça a switch. Un dinosaure au milieu d'un deck multitype comme Spartacus dans Belledator ou alors Salamandra dans Colonie du Mal. Les joueurs de Pacifis aimaient aussi beaucoup Megalobroyeur X, sans effet mais 2000 d'attaque, que tu peux ajouter de ton deck à ta main grâce à Recherche de fossiles. Puisque c'est un monstre normal, il déclenche l'effet de Pacifis et démarre tes combos. Quelques années plus tard, on voit Carbonédon dans plusieurs decks combos. Utile, tu peux le bannir depuis ton cimetière pour invoquer un monstre dragon sans effet directement de ton deck. Enfin, Gylosaur, qui peut s'invoquer gratuitement de ta main, a aussi vu un peu de succès, mais celui dont on se souvient, c'est Dogoran, Kaiju des flammes enragées. Tu peux l'invoquer spécialement sur le terrain de l'adversaire en sacrifiant l'un de ses monstres. Une manière de te débarrasser de ces créatures embêtantes en les remplaçant par un gros dino qui ne fait rien. Aujourd'hui encore, on le voit de temps en temps aux côtés d'autres Kaiju comme Gameciel ou Jizukido. Mais en deck dinosaure, pas grand chose. En 2010, on découvre les préhistoriques. Ils sont dégueulasses. Qu'est-ce que c'est? Regardez-moi ça, mais ça ne ressemble à rien. Surtout, ils n'ont aucune synergie. Leurs effets ne fonctionnent pas ensemble. T'es censé les combiner pour sortir leur grosse synchro météore préhistorique qui, quand elle arrive, détruit toutes les cartes sur le terrain, dont elle-même. Non, ouais, du support je mets pas 3 monstres là-dedans, non. 2 ans plus tard, Konami revient à la charge avec les Evol, un deck très original. Tu commences par jouer des petits reptiles, les Evoltiles, qui t'amènent des Evolzors, des dinosaures que tu peux ensuite superposer pour sortir des Xyz dragons, les Evolzar. Alors eux, ils sont incroyables. Lagia peut annuler une magie ou une invocation, et Dolka annule 2 effets de monstres. Broken, même aujourd'hui 13 ans plus tard. Alors lorsqu'elles sont sorties, imagine à quel point c'était des menaces. Malheureusement, les Evol sont très lents et pas du tout stable. C'est une horreur à jouer. Non, si tu veux superposer 2 dinosaures, t'as une manière plus simple de le faire. Dans le même set, on découvre Lapin Sauveteur. Tu peux le retirer du jeu pour invoquer 2 monstres normaux de max niveau 4 directement de ton deck avec le même nom. Sort ainsi 2 Sabrosaures ou alors 2 Cabazol et amène Lagia ou Dolka dès ton premier tour. De là, contrôle le terrain avec des magies et pièges comme Macrocosmos, protégé par ton Xyz impassable qui bloque l'adversaire et l'achève méthodiquement. C'est la base de Dino Rabbit, l'un des decks les plus terrifiants de toute l'histoire du jeu. Dès sa sortie, il s'incruste dans les plus hautes tables du YCS de Kansas City avant de reporter celui de Brighton quelques mois plus tard. Dino Rabbit devient rapidement le deck le plus populaire de 2012, ravageant presque la moitié du top que du YCS d'Atlanta
un record qu'il bat encore et encore dans les tournois suivants. Roi de 2012, malheureusement illégal au championnat du monde car Dolka n'était pas encore sorti au Japon, Dino Rabbit règne sur l'Europe et l'Amérique et remporte pas moins de 7 YCS. C'est génial, mais C'est en même énorme. temps, est-ce que c'est vraiment un deck dinosaure? Oui, il y a Dino dans le titre, mais le lapin est une bête et les Evolzar des dragons. Tes dinosaures ne sont que des ressources, des manières d'invoquer d'autres monstres, et si on pouvait les remplacer par quelque chose de mieux, ben on le ferait. Enfin, en 2013, Konami sort les Maîtres Dragons qui dominent immédiatement tous les tournois. Dino Rabbit s'éteint et à nouveau les lézards géants disparaissent. Mais pas pour toujours. Le retour des dinosaures. L'ère des pendules n'est pas très généreuse avec les dinosaures. À part les dinobrumes, pas des lézards mais des machines, rien. On pensait que Konami les avait abandonnés jusqu'en 2017. Il y a le nouveau deck de La rage structure du qui Dino sort. Broyeur change tout. 10 ans après le premier deck de structure, celui-ci est une révolution. Le Tyranno Superconducteur a gagné de nouvelles écailles, voici le Tyranno Ultime Conducteur. 3500, tu Oh, l'invoques le de ta main tuc, en il bannissant était 2 trop dinosaures de fort. ton cimetière. Durant le tour de chaque joueur, tu détruis un dinosaure dans ta main ou sur ton terrain pour changer tous les monstres adverses en position de défense face verso. Rien que ça, c'est incroyable. Mais surtout, comme le Tyranno de Cricket dans l'animé, il peut attaquer tout le monde. Et s'il combat un monstre en défense, il s'en débarrasse automatiquement et inflige 1000 points de dégâts à ton adversaire. Tyranno est individuellement une des cartes les plus puissantes de tout Yu-Gi-Oh! Sans l'aide de personne, il C'est bloque un les combos vrai des ennemis et monster. rase leur terrain Genre, en une battle phase. Pour un monstre aussi simple à invoquer, c'est de la folie. des Surtout trucs là qu'on où a Superconducteur te plus, ça. demandait Des de gros boss sacrifier des monsters comme monstres, ça. Ultime Conducteur les détruit. Ça paraît subtil dit comme ça, mais ça fait toute la différence. En fait, si Bébé Cérosaure et Petit Pteranodon sont détruits par un effet de carte, ils invoquent un dinosaure de ton deck, n'importe lequel. Du coup, tu peux genre activer Ultime Conducteur, pop un bébé dans ta main, mettre tous les monstres adverses face verso et en plus invoquer un dino par-dessus. Et là-dedans, t'as le choix. Par exemple, Oviraptor mange âme. Quand il arrive, il prend un dino de ton deck et soit l'envoie au cimetière, soit l'ajoute à ta main. Puis pendant ton tour, Ovi, tu c'est peux une détruire carte de un dinosaure que baiser, tu hein. contrôles pour en ranimer un dans ton cimetière. Tu commences à comprendre, le deck entier tourne autour de la destruction. Tu casses tes petits dinos pour en sortir plein de gros. T'as également Monde Perdu. Lorsqu'un dinosaure sans effet va être détruit, tu peux le protéger en détruisant un bébé de ton deck à la place et donc gagner encore un dino. Une fois que ton cimetière est bien rempli, joue Divernosaure. Déjà pendant le tour de Michel. chaque joueur, tu peux le défausser de ta main, tous tes dinosaures deviennent insensibles aux effets de l'adversaire. La protection parfaite. Mais surtout, tu peux le bannir de ton cimetière avec autant de dinosaures Michel que tu Osaurus. veux, invoque un dino de ton deck avec autant d'étoiles que de créatures que tu as retirées du jeu comme ça. Très efficace pour sortir tes niveaux 4 que tu peux superposer pour invoquer tes Evolzar. Tu te retrouves ainsi avec un énorme T-Rex qui flippe tous les monstres de l'adversaire et des dragons qui annulent ses effets. Le terrain fait peur. Malheureusement, c'est pas assez. En 2017, Yu-Gi-Oh! Part dans tous les sens. Les tournois sont dominés par Zodiac, des Xyz surpuissantes et qui écrasent la compétition. Dinosaur, qui a quand même besoin de plusieurs cartes pour lancer ses combos, ne fait pas le poids. Il faut attendre encore un peu, car dans Crise Maximale, C'est le meilleur booster qui n'a jamais été sorti. Sachez-le. Voilà. Sachez-le, c'est le meilleur booster jamais sorti. sort la dernière pièce du puzzle, les rois véritables. Niveau 9, chacun d'un attribut différent, il s'invoque en détruisant 2 monstres de leur attribut depuis ta main ou terrain. Quand il arrive, Agnimazoud bannit un monstre, Barastos casse les magies et pièges, et Lithosagim regarde l'extra deck de l'adversaire et en retire 3 cartes. Un effet très rare et dévastateur. On est à une époque où l'extra deck c'est le cœur de toutes les stratégies du jeu. Après, il va Du coup, parler y de toucher, c'est Dino potentiellement Yongzing, casser et les là, combos de la bah personne d'en face avant même qu'elle ait eu le temps de jouer. Surtout, Lithosagim détruit 2 monstres terre, comme Bébé Cérosaure, qui invoque donc 2 dinosaures de ton deck. Grâce à ça, sort par exemple 2 Oviraptors et envoie grâce à eux un Divernosaure au cimetière, que tu bannis ensuite pour invoquer Aolo préhistorique. Syntoniseur de niveau 1 que tu peux combiner avec tes 2 Raptors pour sortir Trishula. Synchro 9, elle bannit une carte dans la main de ton adversaire. Ensuite, tu peux superposer tes 2 niveaux 9 pour invoquer le roi véritable de toutes les calamités. Le boss final, aujourd'hui interdit tellement elle est horrible, c'est une des cartes les plus abusées de Yu-Gi-Oh! Durant le tour de chaque joueur, détache un matériel Il dit et les déclare termes. un attribut. Ce tour, Comment il tous va, les monstres Franck sur le terrain deviennent de cet attribut et ceux de ton adversaire ne peuvent ni attaquer ni activer leurs effets. Bref, Bien remis il des joue worlds. une victoire automatique. Alors là, je t'ai montré que un combat
combo, mais grâce au dinosaure, t'as plein de manières de l'invoquer en un seul tour. Grâce à lui, True King Dino, comme on l'appelle, devient un des meilleurs decks du jeu. S'il joue en premier, il est quasiment sûr de gagner le duel. On le voit dans toutes les compétitions, surtout au Japon, où Zodiac s'est fait décimer par la banlist. L'été regardez, j'ai vu approche et Masterpiece. soudain, Dinosaure est devenu le deck le plus Il est populaire. pas encore retombé. Juste Ouais. à temps pour les championnats du monde. Tant mieux, Sur c'est les une 26 expérience, duellistes en qui vrai. passent la porte des Worlds, un tiers ont True King Dino dans leur deck box. Parmi eux, Ryosuke Tsujimura. Il intègre aussi quelques Yangzing pour sortir encore plus facilement ses rois véritables et gagner sans laisser aucune chance à ses adversaires. Il arrive en finale dans un match miroir dinosaure et déroule son combo. Tyranno Ultime et Calamité verrouillent la partie. En face de lui, le champion de Singapour ne peut que poser un monstre et passer son tour. Game 2, pareil, les dinosaures s'enchaînent. À un moment, il a même les 3 Oviraptors en même temps sur le terrain. 2 décennies de cartes cristallisées dans une stratégie ultra performante. Ryosuke avance. Ouais, toutes ses j'ai vu que créatures, t'avais frappe fini le pour vlog. bien plus que 8000 et devient le nouveau champion du monde. Je l'ai pas encore regardé, mais j'ai vu qu'il était Parti de sorti. rien, les dinosaures sont arrivés au sommet de Yu-Gi-Oh!, les maîtres de la compétition. Mais même au sommet de leur apothéose, ils savent que leurs jours sont comptés. L'extinction des dinosaures. Après les Est-ce Worlds, True que- King Dino continue de performer en tournoi. Est-ce qu'il y a eu un truc après ça qui a ramené Dino? Oh bah oui. Bah oui, il y a eu Archosaur. Mais les gens se plaignent. Il faut dire que, après tout, le deck n'est pas fun. La finale de Ryosuke le montre, aucune interaction, tu fais ton combo, tu bloques la partie et tu gagnes. Les 2 joueurs pourraient juste se montrer leurs mains et décider du vainqueur, ça irait plus vite. Résultat, à peine quelques semaines plus tard, la banlist arrive et charcute le deck. Lithosajim et Denglong, Je sais pas si vous avez vu, hein, mais là il y a des choses qui font mal aux yeux. Hein. Plus tard, la Dynamite banni. Ignis à 1. Return à 1. Monde de pute, hein. Vraiment monde de pute. banlist arrive et charcute le deck. Lithosajim et Denglong, le meilleur Yangzing, sont interdits, cassant tous les combos pour sortir Calamité, et Divernosaur est limité à une seule copie par deck. Du coup, maintenant, soit tu le gardes en main pour protéger tes dinos, soit tu l'envoies au cimetière pour lancer tes combos. Mais tu peux plus faire les deux. Un coup très dur, le deck n'est juste plus pareil, et les dinosaures disparaissent petit à petit de la compétition. On parle de vrai du deck, moins, s'il te plaît, sous Axel. cette forme-ci. Au moment où on Hein? découvre un moyen de mélanger les Ah, regardez, dinosaures y a Rex. aux zombies et aux marionnettes de l'ombre. Le tout dans une gigantesque pile de 60 cartes qui veut envoyer un maximum de ressources au cimetière grâce à Fusion Brillante ou alors l'herbe à l'air plus verte. Si tu as plus de cartes dans ton deck que ton adversaire, 1000 ans jusqu'à en avoir le même nombre que lui. Avec la moitié de ton deck au cimetière, tu peux invoquer tous les monstres que tu veux. Par exemple, Animal Féerique Blanche qui retire du jeu 7 cartes pour se réanimer, que tu couples à Rex le Oh là. géant qui lui retourne sur le terrain lorsqu'il est banni. Pour boucler Parfait le sur tour, Rex. renvoie 5 dinosaures bannis dans ton deck pour invoquer Overtex Coatlus. Il annule une magie ou piège adverse en détruisant un dinosaure, et surtout s'il est envoyé au cimetière, tu peux ajouter à ta main une pilule d'évolution double, qui te permet d'invoquer n'importe quel gros dinosaure, comme ultime conducteur, directement de ton deck. Bref, une boucle infinie qui amène le deck jusqu'en top 4 Ah. du championnat de France de Je l'aide. 2018. Malheureusement, ça a aussi des gros problèmes de stabilité. Les mauvaises mains sont nombreuses, et malgré quelques résultats, il peine à s'imposer face aux nouvelles menaces du jeu. De l'époque de Vrains, on se rappelle finalement plus de Riprodocus, lien qui change l'attribut ou le type d'un monstre qu'elle pointe, utile vite pour fait. plusieurs FTK, et Dino Luther Pancraceratops. Ah, ça, oui. Seul monstre jouable du deck de Gore dans Yu-Gi-Oh! Vrains, 2600. Si ton adversaire contrôle plus de monstres que toi, tu peux l'invoquer spécialement de ta main. Puis, durant le tour de chaque joueur, tu peux le sacrifier pour détruire une carte adverse. Excellent monstre lorsque tu joues deuxième. Tu peux l'invoquer, attaquer une créature, puis le sacrifier pour t'en débarrasser d'une autre. Mais du coup, c'est pas vraiment un boost pour les dinosaures, puisqu'il est fort seul. Il est littéralement dans tous les decks, au point où il a passé quelques temps limité à une seule copie. Le deck dinosaure, lui, reste en retrait. C'était En mérité. 2020, Divernosaur revient à 3 exemplaires et Konami nous donne Archosaur Anima d'Orné. Tu peux détruire un dino pour ajouter une pilule d'évolution de ton deck à ta main. Ça crée des combos très solides. Malheureusement, on est en plein milieu du Covid. Les tournois sont suspendus. Le deck brille quand même un peu dans les petits events en ligne. Il remporte même l'Invitational Remote Duel organisé par Konami entre les mains de Team Samurai X1 en personne, le plus gros youtubeur Yu-Gi-Oh! Du monde. Visiblement, ça a fait un peu trop de bruit puisque quelques
mois plus tard, Divernosaur Bon. est de nouveau limité à une seule copie par deck. Toujours aussi Have you fatal, bad, même si en miss? échange on reçoit Raptor de Ferraille qui permet de lancer de gros combos. Ouais, il y avait des c'est gros pas combos avec suffisant. ça, avec ce Lorsque les Raptor. tournois reprennent pour de vrai, plus personne ne s'intéresse aux dinosaures. Le problème est plus large, même si individuellement les cartes sont très fortes, le deck en lui-même date de 2017. Ça commence à dater. En comparaison, les nouvelles stratégies comme Orcust, Dragon Link ou Sprite peuvent démarrer leur combo à partir d'une seule carte, là où les dinosaures en ont toujours besoin de 2 ou 3 pour faire la même chose. Il est aussi assez fragile, surtout avec un seul Divernosaur, tu es très sensible au N-Trap. Une floraison de cendres bien placée peut complètement arrêter ton combo, sans parler de Lancea qui t'empêche de bannir des cartes et donc d'invoquer tes gros monstres. En 2017, ça allait, les gens n'en avaient que 3, 5 par deck, mais aujourd'hui on en joue facilement 13, 15. Un deck fragile n'a plus sa place dans la compétition. Pour régler ce problème, on tente de sortir de nouveaux dinosaures. Par exemple, les survivants sauvages en est rempli. Forme évoluée de C'était très nul. anciennes cartes, sur le papier, les transcendosaures sont incroyables. Point Xeno détruit les cartes et cherche ton deck, Météorore invoque des dinos très facilement, Gigantozouleur et Persignatus les réaniment, on reçoit même Lars, un nouvel Evolzar qui peut annuler 2 Bon cartes card. sur le terrain, en même temps que Lithosagime est libéré de la banlist. Mais pourtant, rien. Alors oui, tout ça est très fort, mais du coup ça devient juste un deck combo qui cherche à mettre un maximum d'interruptions dès le premier tour. Et ça, ben d'autres le font mieux que lui. Même si les dinosaures sont puissants, ils ne sont plus vraiment uniques. Et si on veut les revoir, alors il faut les amener dans une nouvelle direction. Réinventer les dinosaures. En 2022, dans Bataille du Chaos, apparaissent un nouveau type de dinosaure. Les dinomorphia ne ressemblent pas vraiment à tout ce dont on a parlé jusque-là. Au revoir le Jurassique, bonjour... Madame, une cassure nette avec Oviraptor, Tyranno Ultime et tous les autres. Le deck tourne autour des pièges et des fusions. En fait, chaque effet divise tes points de vie par 2. Alors comme ça fait beaucoup, mais c'est très utile quand Rextreme paralyse tous les monstres de l'adversaire qui ont plus d'attaque que tes life points. Alors oui, tu finis à genre 69 points de vie, mais tu bloques ton adversaire et tu gagnes toujours sur le fil du rasoir. Le deck est fun, pas complètement broken mais très original, suffisamment pour qu'on le voit de temps en temps en tournoi. Surtout, ça Non, prouve que deck les de dinosaures merde. ne sont pas juste cet amalgame de cartes qui vont toutes dans la même Vraiment deck stratégie. de merde. On peut faire quelque chose avec. Ça se confirme un peu plus tard avec les Ryuge, mélange entre dinosaures, wyrm et serpents de mer qui jouent autour des magies continues et invoquent très facilement des monstres de niveau 10. Ça ouvre plein de nouvelles lignes de play et donne une seconde jeunesse à Oviraptor Mangeam et Divernosaur. Finalement, après 11 ans, Konami vient de sortir de nouveaux préhistoriques. Parmi eux, Stego s'autodétruit pour en invoquer 4 de ton deck. Tu rêves pas, 4 du jamais vu. Combine-les pour sortir Astéro. Sur le terrain, il annule une invocation de l'adversaire et dans le cimetière, pendant le tour de chaque joueur, il se retire du jeu pour amener un météore préhistorique qui rase le terrain. Des cartes excellentes, elles sont pour l'instant pas beaucoup On l'a jamais explorées, vu, du mais coup. elles ont du potentiel. Il y a encore beaucoup de travail, mais je sens qu'on est en train de voir apparaître les fondations d'un nouveau deck dinosaure qui peut rivaliser avec l'entièreté de la méta. On l'a vu, l'une des forces du deck, c'est toujours de réussir à revenir, même quand tout le monde s'en désintéresse. Pour l'instant, personne ne le joue, mais pourtant, je suis sûr que ça va changer. Après tout, les dinosaures font partie des créatures les plus populaires de Yu-Gi-Oh! Moi-même, en 2019, c'est en voyant le Tyranno Ultime Conducteur que j'ai retrouvé mon amour pour le jeu. Sa puissance, son aura, il m'a replongé dans les duels de monstres. Sans les dinosaures, je ne serais pas ici. Pas de vidéos toutes les semaines, pas de pull Albaz Ecclesia, pas de Duel Academy dont la suite arrive très bientôt d'ailleurs. Ils m'ont donné la passion du jeu. Et rien que pour ça, j'ai hâte de voir comment est-ce qu'ils vont revenir. Et sur ce, merci beaucoup de m'avoir écouté, c'était Théromique. N'hésitez pas à partager la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, ça ferait trop plaisir. Trop plaisir. Comme je vous l'ai dit, c'est bientôt la rentrée, les vacances. Et bah purée. Oh, oh, putain. Oh. Bon. Moi les refs, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. En tout cas, bonne petite conversation avec vous. C'était cool. On se retrouve jeudi du coup pour la suite de nos aventures. Si vous avez découvert la chaîne, n'hésitez pas à lâcher votre follow, c'est toujours appréciable. Et à rejoindre le Discord, !Discord, ça vous permettra d'être à jour sur absolument toutes les actus de l'équipe et pouvoir vous inscrire aussi aux 2-3 projets qu'on a lancés. Voilà. Moi, sur ce, je vais vous souhaiter à tous une très 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 bonne après-midi. On se dit à très vite et à une prochaine. Allez, peace!